Sur cette histoire de la transition, oui, alors je suis d'accord avec le fait que la transition a en partie démarré, mais on en est loin aussi par ailleurs, face aux anciens démons hein, qui sont autour de, si on reprend l'analogie de cette chrysalide là, qui la menace de ne pas éclore. Donc les intérêts à court terme, ce système basé sur les énergies fossiles, extractivistes, sur la main-d'œuvre peu chère, etc. Et enfin, j'insistais tout à l'heure sur le fait de trouver le bon ennemi là-dedans, parce que je pense que tant que l'ennemi est ciblé sur le virus lui-même, on s'en sortira pas. Et donc la volonté, et on le voit déjà, hein, avec ce qui en France, avec il y a un décret qui est passé début avril qui permet au préfet d'outrepasser certaines normes, etc. Notamment environnementales. Environnementales pour relancer l'économie. Trump. Et pas pour les durcir. Et pas pour les durcir, pour les adoucir. Pour les adoucir, exactement, oui, pour pouvoir relancer l'économie. Parce qu'on aurait pu dire que le préfet pouvait avoir une autonomie pour aller plus loin, pour les rendre plus stricts. Oui, mais dans ce cas, voilà, on est dans le fait de les mettre de côté de manière à pouvoir lancer des chantiers, lancer des industries, etc. Aux côtés des États-Unis, n'en parlons pas, on voit tout ce qui se passe en réaction à cette crise. Donc, je pense qu'il est vraiment important de mettre l'accent sur voilà d'où ça vient. C'est pas une chauve-souris qui est à l'origine, ou c'est pas le virus en soi qui est à l'origine de tout ça. C'est vraiment la manière dont on gère les sociétés et les infrastructures. Et il faut répéter ça. Ensuite, je vois vraiment quelque chose de très positif dans ce qui est revenu en filigrane dans tout ce qu'on a dit, ce flou qui apparaît sur les rôles de chacun, que ce soit les rôles individuels ou les rôles des entreprises. Hein. On parle des entreprises qui font des jeans, qui font maintenant des masques, etc. Chacun qui se questionne aussi sur ce qui est vraiment nécessaire. Et on arrive... Enfin, ça nous permet comme ça une sorte d'introspection interne hein, sur ce critère de qu'est-ce qui est strictement nécessaire maintenant, qu'est-ce que je peux faire. Moi, il m'apparaît vraiment nécessaire maintenant de faire pousser une plante dans mon jardin, enfin, ce qui est bien plus important que autre chose qu'il paraissait avant. Enfin, il y a l'ordre de l'échelle des valeurs des choses est complètement bouleversée, enfin, de manière chaotique, de manière à un coût humain énorme, mais comme disait Maria, ça porte, il y a de la clarté dans le chaos en quelque sorte, et ça, je trouve ça assez positif. Et au-delà de j'allais dire la simple, qui n'est pas simple, hein, mais réduction des émissions, je pense qu'il faut aller plus loin aussi et penser à des styles de vie humains qui soient régénératrices des écosystèmes. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de le voir comme une privation, mais comme quelque chose qui va régénérer les forêts, la biodiversité, la qualité des eaux, etc. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à se priver d'un certain confort ? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser de manière pragmatique très rapidement. Est-ce qu'on est prêt à abandonner la 5G, l'Internet ultra rapide, à réduire les déplacements, etc. Mais à ne pas voir comme une privation, à le voir comme une manière d'agir de manière positive, de retrouver du temps, de retrouver... Enfin, tout progrès technologique est aussi une perte de temps. Hein. Enfin, à partir du moment où on réalise ça, on se dit qu'on a été bien piégé pendant toutes ces dernières années. Et je voudrais peut-être terminer sur le fait que sur cette... comment dire, cette dichotomie ou cet équilibre à trouver entre responsabilité individuelle, et je pense que Julien, dans ta lecture de la fresque, tu mets vraiment l'accent sur l'initiative hein, individuelle, sur ce mouvement bottom-up, le fait que si on commence à faire des projets, si on commence à se rassembler avec les voisins, à faire des fêtes des quartiers, etc., on va créer ce mouvement, et faisons-le sans attendre que les normes, les directives, etc., se mettent en place. Mais comment, en même temps, on connaît le poids des lobbies, le poids des gouvernements, le poids des plans massifs à coût de milliards d'euros de réinvestissement qui vont se réinjecter dans les mêmes grandes boîtes et pérenniser ce système. Donc comment faire en sorte que ça fonctionne et ne pas mettre toute la responsabilité sur l'individu ? Oui, je suis pas en train de dire... Hein, Dernière question très rapide. Oui. Ouais. Je suis pas en train de dire que tout dépend de l'individu. Pour moi, tu posais la question de savoir quel était le principe qui posait le plus problème, sur lequel finalement concentrer nos efforts pour rebâtir quelque chose d'autre. Je pense que
Ce qui se joue là, c'est la démonstration qu'une approche centrée sur l'individu ne marche pas. La privatisation, la fragmentation de tout ramené à l'individu est une impasse. Et d'ailleurs, ça a été bien pratique pour les tenants de l'immobilisme. Plus on est individualisé face à une menace globale, moins on se sent les moyens d'agir, moins on se sent en mesure de relever un tel défi. Et plus on laisse filer l'existant sans finalement le déranger. Donc là, on est, je pense, dans un mouvement de bascule vers les communs. C'est ce dont on avait parlé à plusieurs reprises, et c'est une gestion en commun de la crise. Et le fait que la moitié de la population de la planète ait été confinée en commun, c'est un signe. Sans avoir parlé de gouvernance mondiale de la santé, c'est pas vraiment l'OMS qui a décrété ça, c'est une émergence de décisions portées par localement des médecins qui tous ont apporté le même regard scientifique logique sur une menace homogène et qui ont pris des décisions qui ensuite ont été portées par des politiques à l'échelle de grandes poches de population. Quand Modi décide pour l'Inde, c'est 1,3 milliard, avec une brutalité terrible d'ailleurs. Mais si on arrive à basculer de l'individu vers le commun, vers le groupe, vers la coopération, sortir de la compétition et la lutte de domination vers une coopération et une entraide, là, on est en train d'opérer une vraie transition. Là, on est en train de fédérer quelque chose pour sortir. Donc, pour moi, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on unit nos forces, comment est-ce qu'on s'allie, comment est-ce qu'on crée aussi des dialogues entre des groupes qui sont différents les uns des autres. Une des erreurs que nous avons pu faire par le passé, ça a été justement de nous regrouper entre poches de gens qui se ressemblent. Et les réseaux sociaux l'ont amplifié avec les bulles de filtre et qui nous ont donné l'impression que tout le monde réfléchissait pareil parce qu'on est tous les mêmes. Donc non, ne soyons pas tous les mêmes. Allons voir des gens qui ne sont pas pareils que nous et voyons comment on peut s'entraider, collaborer pour se compléter. Donc, avec cette approche en commun, on peut aussi relever des défis de plus grande ampleur. À partir du moment où on unit nos forces, on est en mesure de rapidement déployer des solutions de masse. C'est aussi ce qui est en train de se passer dans la préparation du déconfinement dans les transports publics en Île-de-France, par exemple, ou ici à Nantes, où on est en train de dire c'est le moment d'investir plusieurs centaines de millions d'euros. Tout d'un coup, on les trouve pour un plan vélo, rien qu'en Île-de-France. Et c'est important. On parle d'allouer 300 millions d'euros pour l'Île-de-France pour le vélo. Il faut comparer ça aux 200 millions du plan vélo sur 4 ans pour la France. Donc, là, on est en train de faire exploser dans des rapports x10, x100 les budgets qu'on prévoyait d'allouer au vélo maintenant. Et ça, on le fait en commun. On le fait en commun justement parce que c'est pas la ville de Paris qui décide et puis qui dit la banlieue c'est pas mon sujet. C'est pas la banlieue qui décide moi dans ma poche ça ira bien etc. On a besoin d'une approche en commun là. Donc cette approche en commun elle est forte. Elle montre aussi que des alliances entre patrons peuvent changer les choses. Quand ils décident de prendre des engagements les uns vis-à-vis des autres, qu'ils se disent entre eux plus jamais ça, qu'ils décident d'appliquer ça à leurs salariés, que dans les salariés, il y a aussi un équilibre entre l'école blanc et l'école bleue. On a vu la brutalité de la segmentation entre ceux qui pouvaient télétravailler, qui se sentaient protégés, et ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, qu'on envoyait au charbon et qui ont pris des risques dans le contact avec les clients, avec leurs collègues. Donc, il y a eu une tension très forte et qui continue d'être très forte entre ceux qui sont protégés, qui sont à l'abri, et ceux qui travaillent, qui se mettent en danger. Et à qui on dit on va vous donner peut-être une prime, mais même pas encore garantie. Et c'est là où les entreprises qui ont compris l'importance de recréer ce commun entre l'école bleue et l'école blanc sont celles qui sont les mieux adaptées aujourd'hui, qui sont les mieux à même de produire. Il y a moins de tension et plus d'énergie vers la production parce que chacun se sent solidaire de l'autre. Parce que l'école blanc qui peuvent télétravailler ne font pas que du télétravail, qui viennent aussi au contact. Je pense notamment à une entreprise comme Armor, qui est remarquable de ce point de vue là et qui a tout de suite réagi parce qu'il n'est pas question d'avoir cette opposition. Donc cette diversité qu'on évoquait tout à l'heure dans l'intérêt de la ville, en disant
et dans le rapport au vivant, c'est aussi une diversité sociale. Cette diversité sociale, elle est nécessaire pour nous montrer que si on fait de la place pour l'autre, eh bien on va s'associer. Il y avait une petite vidéo que Edgar Morin diffusait également sur Twitter qui était touchante, où il y a cette fable des deux pots, portés par une dame qui fait son trajet chaque jour, et un pot plein. Donc il n'y a pas d'eau perdue, et puis il y a un pot fêlé et il y a de l'eau perdue. Et au bout du compte, on se rend compte que grâce au pot fêlé, eh bien, l'eau qui s'écoulait le long du trajet a permis d'irriguer des petites plantations qui ont créé de la beauté, etc. Donc ce qui était perçu comme une fragilité est en fait une source de richesse, etc. Donc pour terminer, moi je pense qu'on a aussi un propos d'affirmation de choses qu'on veut défendre pour l'avenir et qui ne seront pas des privations. Respirer un air plus sain, ce n'est pas une privation. Avoir un ciel plus bleu, ce n'est pas une privation. Il faut voir l'importance en Inde en ce moment du fait de pouvoir voir l'Himalaya, qui était un spectacle magnifique qui avait disparu. Donc, ce sont des choses, des socles sur lesquels on peut bâtir. Ça ne suffit pas, évidemment. Voir l'Himalaya mais mourir de faim, c'est pas satisfaisant. Donc, on a une urgence aussi d'organisation de la richesse qui existe. On ne manque pas de richesse. On doit simplement l'allouer. Cette richesse, si on l'alloue de manière équitable, si on l'investit de manière utile, à ce moment-là, on n'est pas non plus dans la charité pure. On est aussi dans une économie dans laquelle on peut chacun participer, contribuer, produire et ensemble bâtir. Mais produire de l'utilité, produire du bien-être, produire de la beauté, produire de l'éducation, produire de l'amour, toutes sortes de choses qui ne seront pas forcément des émissions, qui ne seront pas forcément des destructions de l'environnement. Donc, on a à affirmer que ce nouveau monde, issu de la métamorphose, issu de la Renaissance, c'est un projet désirable, un projet d'avenir, un projet résilient et un projet auquel on peut participer dès maintenant. Words for action. Yes. Merci infiniment, Julien. De rien, c'était mon plaisir. Encore un grand moment d'inspiration qui va débuter certainement des vingtaines de conversations. On est ravis que tu nous joins pour cette nouvelle aventure aussi pour nous, qui est le monde de diffusion online, mais qui sera un outil d'accompagnement à ce qu'on va faire in real life, espérons-le très rapidement. Merci Johanna. Je crois qu'on continue comme ça.